Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Web TV SFAR en direct du siège de la SFAR. Aujourd'hui, nous allons aborder une analgésie de la chirurgie de l'épaule dans le cadre de la chirurgie de la chirurgie donc du post-opératoire. Alors, la chirurgie de l'épaule, c'est un ensemble de pratiques parce que ça s'adresse à un ensemble de patients totalement différents. Majoritairement de plus en plus fait en ambulatoire, même pour la chirurgie prothétique d'ailleurs. Nous avons la chance d'avoir le docteur Fabrice Ferré avec nous aujourd'hui, qui va donc aborder du CHU de Toulouse, qui va donc aborder cet ensemble de pratiques pour l'analgésie, avec une dominante essentiellement sur l'anesthésie locale-régionale, bien évidemment. Je laisse la parole pour commencer pour cette petite demi-heure et on se retrouve après. Les questions, bien sûr, n'hésitez pas, je les récupère et on pourra ainsi échanger avec notre orateur. Merci beaucoup Christophe. Donc je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'analgésie post-opératoire après une chirurgie de l'épaule et vous donner quelques trucs et astuces que j'ai pu mettre en place dans ma pratique quotidienne. On va surtout parler d'anesthésie loco-régionale et distinguer deux situations. La première, lorsque vous réalisez vos chirurgies de l'épaule sous anesthésie loco-régionale seule, et finalement ça concerne toute la chirurgie mineure de l'épaule et notamment la coiffe des rotateurs. Ou alors, une autre situation, lorsque vous combinez une anesthésie générale à une analgésie loco-régionale, c'est probablement ce qui est le plus réalisé en France. Et là, ça peut concerner toutes les chirurgies, aussi bien la chirurgie majeure de type prothétique d'épaule, mais également la chirurgie mineure que je vous ai citée précédemment. Donc, dans un cas, lorsqu'on fait de l'ALR anesthésique, il faudra être parfait, être complet, faire un bloc du plexus brachial et un bloc d'une des branches du plexus cervical superficiel, j'ai nommé le nerf supraclaviculaire. Par contre, lorsque vous combinez ALR analgésique à anesthésie générale, eh bien, vous pouvez effectivement faire un bloc du plexus brachial, mais on verra qu'il existe d'autres alternatives séduisantes, probablement tout aussi efficaces que le fameux bloc interscalénique. C'est le bloc du plexus brachial pour la chirurgie de l'épaule qui est le plus utilisé. C'est probablement la technique de référence. La littérature est assez riche sur son efficacité. Et lorsqu'on prend cette revue de la littérature et cette méta-analyse qui combine 23 essais randomisés contrôlés avec plus d'1 millier de patients et qui compare une stratégie de type bloc interscalénique à une stratégie contrôle, comprenez l'utilisation de morphinique en post-opératoire, et bien lorsqu'on s'intéresse aux 12 premières heures post-opératoires, il est évident, et vous le savez, que sur des scores de douleur, le BIS fait mieux qu'une stratégie contrôle. Par contre, lorsqu'on passe la 12e, la 20e heure post-opératoire, eh bien, il semblerait que ce soit la stratégie contrôle, les morphiniques, qui fassent mieux que le bloc interscalénique sur une bonne gestion de la douleur. Probablement parce qu'avec les patients qui ont reçu un bloc interscalénique, eh bien, ils doivent faire face à un rebond particulièrement douloureux à la levée du bloc. Enfin, lorsqu'on dépasse la 30e, la 48e heure post-opératoire et finalement que l'ALR n'est plus efficace, eh bien là, les deux stratégies, bloc interscalénique et contrôle, font jeu égal. Ce que vous devez retenir, c'est que finalement, le bloc interscalénique permet de réduire dans les 12 premières heures post-opératoires la consommation morphinique en équivalent oral de 36 mg en moyenne, ce qui est une épargne morphinique notable et ce qui fait que l'anesthésie loco-régionale doit être systématiquement envisagée lorsque vous devez prendre en charge un patient qui doit avoir une chirurgie de l'épaule. Alors, c'est vrai que finalement, les études qui s'intéressent particulièrement, en tout cas en tant que critère de jugement principal au rebond douloureux à la levée du bloc, sont peu nombreuses. Je vous cite celle-ci qui a été publiée en 2021 dans RAPN. Donc, tous des patients randomisés en deux groupes. Certains recevaient un bloc interscalénique et d'autres le même bloc interscalénique avec 5 mg dexaméthasone en adjonction périneurale. Eh bien, vous voyez que l'incidence du rebond douloureux était bien plus faible dans le groupe de patients qui avaient bénéficié de l'adjonction de dexaméthasone périneurale avec des scores de douleur à la levée du bloc qui sont bien moins importants. Et donc, ça suscite un intérêt, en tout cas ça m'intéresse de savoir qu'on peut quelque part contrecarrer ce rebond douloureux avec l'utilisation de dexaméthasone. Sachez-le, il existe des résultats probablement assez similaires avec l'utilisation de dexaméthasone par voie systémique, tout de même. Alors, lorsqu'on s'intéresse à l'anesthésie loco-régionale en chirurgie orthopédique, on a l'habitude souvent d'opposer une bonne gestion, un bon contrôle de la douleur et malheureusement une atteinte de la fonction musculaire motrice de certaines de nos anesthésies loco-régionales. Par exemple, le bloc fémoral qui entraîne une parésie quadricipitale qui est beaucoup décriée par nos chirurgiens. Eh bien, sachez-le, pour le membre supérieur, la situation est à peu près la même. Parce que non seulement il va falloir qu'on contrôle la douleur, mais il va falloir, si possible, éviter la dysfonction musculaire diaphragmatique.
Pourquoi? Parce que dans certaines populations, et notamment ici dans des populations de patients obèses, eh bien, la dyspnée induite par le bloc interscalénique et la paralysie hémidiaphragmatique inhérente au bloc interscalénique entraîne un échec de prise en charge ambulatoire dans plus d'un quart des cas. Donc, 27% des patients doivent rester hospitalisés après une chirurgie mineure de l'épaule à cause d'une symptomatologie respiratoire induite par le bloc interscalénique et la paralysie hémidiaphragmatique. Alors, peut-être qu'il faut s'intéresser particulièrement à l'innervation de l'épaule, notamment de sa capsule antérieure, de sa capsule postérieure articulaire. Et Karim El-Bogdadi a très bien rappelé et illustré ça il y a quelques années dans la revue Anesthésiologie. Et je vous invite à lire cette revue et cet article en particulier si vous vous intéressez à l'innervation terminale de l'articulation de l'épaule. Si je devais résumer, je dirais que finalement, la face antérieure de l'épaule est innervée essentiellement par le nerf subscapulaire, axillaire, pectoral latéral, musculo-cutané. Et la face postérieure de l'épaule est innervée par le nerf suprascapulaire, retenez bien ce nom, et le nerf axillaire. Et il est vrai que finalement, c'est assez simple d'anesthésier tous ces nerfs en une fois en réalisant un bloc interscalénique, donc un bloc des racines nerveuses C5, C6, C7, C8 et T1. Le problème, c'est lorsque vous faites ça, c'est que vous allez provoquer une paralysie hémidiaphragmatique par extension des anesthésiques locaux au nerf phrénique. Et il y a déjà quelques décennies, Urmé avait rapporté une incidence de 100% de paralysie hémidiaphragmatique avec le bloc interscalénique. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de se poser la question de savoir s'il existe des alternatives au bloc interscalénique classique, en tout cas tel qu'il était décrit il y a quelques années. Alors, un petit mot d'abord sur la paralysie hémidiaphragmatique. Sachez quand même qu'elle est facilement évaluable au lit du malade en utilisant l'échographie. Donc, vous prenez une sonde basse fréquence de type sonde cardiaque, vous mettez votre sonde sur la ligne axillaire antérieure en direction céphalique et médian, vous réalisez un tir temps mouvement sur une ligne hyperéchogène qui est le diaphragme qui est mis en évidence en utilisant la fenêtre acoustique hépatique à droite et la fenêtre acoustique splénique à gauche. Et vous pouvez donc voir avec ce tir temps mouvement les variations de l'excursion du diaphragme en inspiration et en expiration. Et lorsque vous demandez à votre patient de réaliser une manœuvre inspiratoire qui s'appelle le sniff test, eh bien vous êtes capable de mesurer l'excursion diaphragmatique au moment de ce sniff test. Et finalement, la paralysie diaphragmatique totale est définie par une réduction de l'excursion diaphragmatique de plus de 75% par rapport à l'état basal. Et c'est ce que vous voyez ici sur ces images échographiques. À gauche, vous avez une excursion diaphragmatique normale avant la réalisation d'un bloc interscalénique. Et vous voyez qu'ici, à droite, 30 minutes après la réalisation d'un bloc interscalénique, eh bien, vous n'avez plus de déplacement diaphragmatique lors de ce sniff test. Et ce qui signe la paralysie hémidiaphragmatique totale. Et d'ailleurs, vous le voyez même, il semblerait qu'il y ait un mouvement paradoxal de la course diaphragmatique au moment de ce sniff test. Alors, il y a aussi une définition, on va dire assez arbitraire, échographique de la paralysie diaphragmatique partielle, qui est une réduction de l'excursion diaphragmatique de 25 à 75% par rapport à sa valeur prise à l'état basal. Juste une petite parenthèse, il serait quand même, plutôt que de prendre des valeurs arbitraires telles que 75% de réduction par rapport à leur valeur basale ou 25 à 75%, de s'intéresser et de redéfinir ce que c'est que le diagnostic échographique de la paralysie hémidiaphragmatique. Et c'est ce que nous avons voulu faire sur une cohorte de 34 patients que nous avons suivis de façon observationnelle. Tous avaient eu un bloc interscalénique avec 20 ml de ropivacaïne à 0,2%. Et nous avons essayé de corréler la paralysie diaphragmatique fonctionnelle mesurable en spirométrie et définie par une réduction de plus de 20% de la capacité vitale entre la position assise et la position allongée. Et finalement, la paralysie hémidiaphragmatique échographique définie par une réduction de l'excursion du diaphragme au moment du sniff test. Et vous voyez qu'il y a une très bonne corrélation entre la diminution de la capacité vitale lente et la diminution de la course diaphragmatique, et que finalement, une réduction de l'excursion diaphragmatique à plus de 70% en échographie était associée à une paralysie hémidiaphragmatique fonctionnelle. Donc ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ce cut-off à 70 ou 75%, c'est probablement celui qui est cliniquement pertinent, puisqu'il entraînerait une répercussion respiratoire spirométrique. Donc c'est celui qu'il faut garder finalement.
Alors, quelles sont les alternatives au bloc interscalénique qui permettraient de diminuer l'incidence de la paralysie hémidiaphragmatique? Eh bien, il y a un certain nombre d'auteurs qui se sont essayés à proposer quelques stratégies. On peut plutôt faire notre bloc interscalénique au niveau de la racine C7, autrement dit en distalité. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous risquez notamment l'injection au niveau de l'artère vertébrale et une moindre efficacité de votre bloc interscalénique par rapport à si vous le deviez le faire principalement au niveau des racines C5 et C6. Vous pouvez aussi décider de diminuer la concentration et le volume des anesthésiques locaux que vous utilisez. Ça marche, il y a moins d'incidence de la paralysie hémidiaphragmatique, mais par contre, si vous faites ça, vous vous exposez à un risque d'échec de votre bloc interscalénique. Enfin, vous pouvez rester en ce que Eric Albrecht appelle en extrafacial latéral, c'est-à-dire presque au sein du muscle scalène moyen, à distance du fascia nerveux, et là aussi, vous diminuez l'incidence de la paralysie hémidiaphragmatique. Par ailleurs, lorsqu'on s'intéresse à ces coupes cadavériques de la région cervicale, vous voyez que finalement, plus on descend vers l'extrémité caudale du patient, donc au niveau de la fosse supraclaviculaire, et bien plus la distance entre le plexus brachial et le nerf phrénique augmente. Et c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de s'intéresser finalement à un bloc du plexus brachial dans une approche supraclaviculaire et de voir si, il était aussi efficace sur le plan analgésique post-opératoire que le bloc interscalénique pour la chirurgie mineure de l'épaule, et deux, de savoir s'il y avait une incidence de la paralysie hémidiaphragmatique qui était diminuée dans ce groupe de patients-là. Donc nous avons comparé un groupe de patients qui avaient un bloc supraclaviculaire à un groupe de patients qui avaient eu un bloc interscalénique pour une chirurgie mineure, tous avec de la ropivacaïne à 0,375%. Et vous voyez que 90 à 95% des patients qui avaient un bloc interscalénique avaient une paralysie hémidiaphragmatique, alors que 40 à 50% des patients qui avaient un bloc supraclaviculaire avaient l'incidence de cette même complication. Alors, est-ce qu'une incidence à 43% de paralysie hémidiaphragmatique totale suffit et peut suffire pour proposer cette stratégie d'analgésie loco-régionale à des patients qui sont théoriquement contre-indiqués au bloc interscalénique parce qu'ils ont une fonction respiratoire compromise à l'état basal? Je ne pense pas. Une incidence à 40%, ça reste une incidence encore trop élevée pour proposer le bloc supraclaviculaire, en tout cas de façon systématique, aux insuffisants respiratoires. Et donc ce n'est pas une stratégie qui est encore suffisamment, en tout cas, séduisante ou à mon goût. Il est probablement intéressant de s'intéresser de nouveau à l'innervation terminale de l'épaule, et notamment à deux nerfs en particulier, le nerf suprascapulaire qui s'occupe de l'innervation de la face postérieure et de 70% de la capsule postérieure de l'articulation de l'épaule, et au nerf axillaire qui fait à la fois la face antérieure et la face postérieure de l'épaule. Et vous le voyez, en fait, ce nerf suprascapulaire, il naît du tronc supérieur, alors que le nerf axillaire naît du faisceau postérieur. Et on est capable, sélectivement, d'aller les bloquer, moyennant un monitorage éco-guidé de ces anesthésies loco-régionales. Donc effectivement, lorsqu'on s'intéresse au nerf suprascapulaire et au nerf axillaire, on voit leur cheminement sur notamment la face postérieure de l'épaule. Et sachez qu'en combinant le nerf suprascapulaire et le nerf axillaire, autrement dit en faisant un bloc combiné, un SAX, vous arrivez à bloquer la majorité des territoires nerveux sensitifs de l'épaule. Et effectivement, ce bloc combiné des nerfs suprascapulaires et axillaires a déjà été comparé dans la littérature au bloc interscalénique. Et les résultats sont assez intéressants. Alors certes, en salle de réveil, les scores de douleur du groupe de patients qui a bénéficié d'un bloc interscalénique sont plus faibles que les patients qui ont reçu un bloc du nerf suprascapulaire combiné à un bloc du nerf axillaire en vert, oui. Mais pour autant, dès la 6e heure post-opératoire, les deux stratégies seraient équivalentes en termes de contrôle et de gestion de la douleur post-opératoire. Et même à la 12e heure post-opératoire, il y aurait un bénéfice pour la stratégie combinant nerf suprascapulaire et nerf axillaire, encore une fois, probablement à cause du rebond douloureux inhérent à la réalisation d'un bloc interscalénique lorsque l'analgésie loco-régionale se lève. Et lorsqu'on s'intéresse à la satisfaction des patients, parce que c'est probablement un des critères de jugement les plus pertinents, et notamment lorsqu'on demande à chacun des deux groupes de patients s'ils recommanderaient cette technique anesthésique à un de leurs collègues, s'ils devaient bénéficier d'une chirurgie mineure de l'épaule, eh bien vous voyez que les patients qui ont reçu un bloc du nerf suprascapulaire, eh bien définitivement recommanderaient cette technique à un de leurs collègues s'ils devaient bénéficier d'une chirurgie de l'épaule, ce qui est un peu moins vrai pour le bloc interscalénique.
Donc le nerf suprascapulaire, eh bien oui, il peut se bloquer de façon éco-guidée. Donc c'est un nerf qui naît du tronc supérieur et qui est le premier nerf qui quitte le plexus brachial, et on peut l'approcher par voie antérieure au niveau de la fosse supraclaviculaire. Il est assez facile à identifier. Dans la majorité des cas, il est plutôt superficiel. Vous le voyez, d'ailleurs, il se situe sous le muscle homoyoïdien. Et vous voyez aussi que la distance qui le sépare du plexus brachial est assez faible, puisqu'il est à environ 1 cm, 1 cm et demi du plexus brachial. Et avant de le catégoriser comme une stratégie, comme une alternative, en tout cas au bloc interscalénique, fallait-il savoir si le bloc sélectif du nerf suprascapulaire par voie antérieure entraînait une atteinte de la fonction diaphragmatique par extension des anesthésiques locaux au nerf phrénique. Eh bien, nous avons donc réalisé cette étude cadavérique en réalisant un bloc du nerf suprascapulaire par voie antérieure avec 10 ml d'anesthésiques locaux colorés au bleu de méthylène. Et ensuite, en fait, tout simplement une dissection cadavérique, nous avons regardé l'incidence du nombre de cadavres qui avaient ce nerf phrénique coloré par le bleu de méthylène, ce qui sous-entendait l'extension des anesthésiques locaux du nerf suprascapulaire vers le nerf phrénique. Eh bien, à notre surprise, il se trouve qu'il y avait pas moins de 7 épaules sur 14, autrement dit une incidence de 21% des nerfs phréniques qui étaient colorés avec le bleu de méthylène, donc une extension possible des anesthésiques locaux du nerf suprascapulaire au nerf phrénique chez le cadavre. Alors il existe aussi la voie postérieure, un bloc du nerf suprascapulaire par voie postérieure, probablement un nerf suprascapulaire qui est plus difficile à identifier parce que moins visible, qui se situe donc au niveau de l'incisure scapulaire, au niveau du notch scapulaire, sous le muscle supraépineux, qui est relativement profond, à 3-4 cm de profondeur, et qui nécessite qu'on mette les patients en position demi-assise pour avoir accès à la face postérieure de l'épaule au niveau de la scapula. Et donc il a fallu s'intéresser aussi à cette voie d'abord-là du nerf suprascapulaire et de le comparer dans une étude randomisée contrôlée réalisée chez une population de patients qui devaient bénéficier d'une chirurgie arthroscopique de l'épaule pour une réparation de coiffe des rotateurs sous anesthésie générale. Eh bien, nous avons comparé la voie antérieure du nerf suprascapulaire à la voie postérieure avec l'utilisation de 10 ml d'anesthésiques locaux auxquels on avait adjoint de la dexaméthasone par voie périneurale. Et sachez que tous les patients avaient reçu également un bloc du nerf axillaire avec la même quantité d'anesthésiques locaux, à la même concentration, également avec l'utilisation de dexaméthasone par voie périneurale. Un mot sur le bloc du nerf axillaire qui est assez facile à réaliser. Vous prenez une sonde linéaire haute fréquence, vous la mettez au niveau de la face postérieure de l'humérus et vous pouvez facilement identifier le muscle deltoïde en superficie, le muscle petit rond et finalement l'artère circonflexe qui se situe juste à côté du nerf axillaire qui sera votre cible. Et dans une approche dans le plan des ultrasons, vous pouvez venir donc sélectivement anesthésier ce nerf axillaire qui donc encore une fois participe à l'innervation de la face antérieure et de la face postérieure de l'épaule. Donc voilà les résultats de cette étude randomisée, contrôlée, qui comparait donc la voie antérieure à la voie postérieure du nerf suprascapulaire. Eh bien vous le voyez, la paralysie hémidiaphragmatique, et qui était donc notre critère de jugement principal, était relativement fréquente dans le groupe voie antérieure, 41% des patients, alors qu'elle était quasiment inexistante dans le groupe voie postérieure. Mais lorsqu'on s'intéresse à la paralysie hémidiaphragmatique totale, encore une fois, c'est probablement celle qui est cliniquement pertinente puisque susceptible d'entraîner une répercussion spirométrique, eh bien vous le voyez qu'il n'y avait pas de différence d'incidence de paralysie hémidiaphragmatique totale entre les deux groupes. Par contre, lorsqu'on regarde notre capacité à réaliser ce bloc du nerf suprascapulaire, eh bien vous le voyez, par voie postérieure, on avait dans plus de 3 quarts des patients beaucoup de mal à visualiser ce nerf. Et c'est ce qui probablement explique que la consommation morphinique était plus importante, la consommation morphinique des 24 premières heures post-opératoires était plus importante dans le groupe voie postérieure par rapport au groupe voie antérieure, probablement parce qu'on avait des échecs de bloc du nerf suprascapulaire par voie postérieure, mais également probablement parce qu'on avait une relative extension des anesthésiques locaux lorsqu'on utilisait la voie antérieure, une extension au plexus brachial, et avec finalement un bloc du plexus brachial partiel avec une efficacité analgésique plus importante que le simple bloc du nerf suprascapulaire. Et probablement que le message qu'il faut retenir suite à cette étude, c'est que
vous allez devoir utiliser un bloc du nerf suprascapulaire par voie antérieure pour avoir un bon contrôle analgésique, mais en limitant la dose de vos anesthésiques locaux et le volume pour éviter malgré tout l'extension de vos anesthésiques locaux au plexus brachial et surtout au nerf phrénique et entraîner une paralysie hémidiaphragmatique. Et c'est en pratique ce que je retiens et ce que je fais régulièrement lorsque les patients ont une fonction respiratoire compromise à l'état basal. On peut leur proposer ce bloc du nerf suprascapulaire avec peu d'anesthésiques locaux. Alors il existe finalement une revue de la littérature et une méta-analyse qui a été publiée encore une fois il y a quelques années qui comparait ce bloc du nerf suprascapulaire au bloc interscalénique. Eh bien, les études sont assez concordantes. Effectivement, en salle de réveil, le bloc du nerf suprascapulaire n'est pas équivalent au bloc interscalénique. Vous avez des malades qui sont un peu plus douloureux, qui consomment un peu plus de morphine. Par contre, dès la 6e heure post-opératoire, cette supériorité du bloc interscalénique disparaît au profit du bloc du nerf suprascapulaire. Et probablement, et c'est ce que recommandent les auteurs, qu'il faut considérer cette technique-là sélective, donc bloc du nerf suprascapulaire chez les patients obèses, chez les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, appareillé ou non, ou ceux qui ont une atteinte pulmonaire, et notamment les patients tabagiques actifs sévères. D'autres stratégies ont été envisagées, puisqu'on veut essayer d'épargner la fonction diaphragmatique pour permettre un succès de vos prises en charge ambulatoires, notamment chez les patients qui sont un peu en zone grise sur le plan respiratoire. Eh bien, il y a par exemple le bloc du tronc supérieur. Donc une analgésie sélective du tronc supérieur lorsque vous faites un bloc du plexus brachial par voie supraclaviculaire. Juste le tronc supérieur, avec 15 ml d'anesthésiques locaux. Eh bien, effectivement, lorsque vous faites ça et lorsque vous le comparez au bloc interscalénique, eh bien, vous avez non seulement une consommation morphinique qui est équivalente au bloc interscalénique, une satisfaction des patients qui semblerait supérieure, et surtout une incidence de la paralysie hémidiaphragmatique totale qui est vraiment faible par rapport à un bloc interscalénique. D'ailleurs, pour les données de cette étude randomisée contrôlée qui s'intéressait au bloc du tronc supérieur avec ou sans adjonction de dexaméthasone par voie systémique, eh bien vous voyez que l'adjonction de dexaméthasone permettrait de diminuer la quantité des anesthésiques locaux, tout en permettant une durée d'analgésie équivalente, en tout cas non inférieure, avec de plus grands volumes, et tout en permettant de diminuer l'incidence de la paralysie hémidiaphragmatique totale. Donc un vrai intérêt d'utiliser des adjuvants, notamment par voie systémique, pour diminuer le volume total des anesthésiques locaux et donc l'extension de ces anesthésiques locaux au nerf phrénique et ainsi la paralysie hémidiaphragmatique. Il y a d'autres stratégies qui existent. Certains s'intéressent aussi au bloc infraclaviculaire, ce qu'ils appellent le bloc costoclaviculaire sous la clavicule. Je pense que c'est encore confidentiel à ce stade et que d'autres recherches sont nécessaires avant de généraliser ces techniques qui, on le voit, tendent à aller de plus en plus vers la distalité en région cervicale basse ou voire même infraclaviculaire. Enfin, probablement qu'il pourrait être intéressant finalement de personnaliser la prise en charge, en tout cas à chaque fois que vous avez un patient qui peut vous poser un problème sur le plan respiratoire, c'est de s'intéresser à la meilleure stratégie qu'on peut lui proposer. Et c'est ainsi que nous avons publié dans la littérature le cas clinique d'un patient de 58 ans qui avait une insuffisance respiratoire chronique obstructive sur un asthme à dyspnée continue et qui devait avoir une chirurgie mineure de l'épaule qui était finalement facilement réalisable sous anesthésie loco-régionale seule. En tout cas, c'est ce que le chirurgien nous proposait dans la mesure où son geste chirurgical était assez court. Et nous avons donc réalisé cette chirurgie sous anesthésie loco-régionale, donc un bloc du plexus brachial, autrement dit un bloc interscalénique, mais en utilisant des anesthésiques locaux de courte durée d'action pour essayer de limiter la durée de la paralysie hémidiaphragmatique et de la dyspnée périopératoire. Et à ça, nous avons associé un bloc sélectif des nerfs suprascapulaires et axillaires avec des anesthésiques locaux longue durée d'action pour assurer une analgésie post-opératoire. Et bien effectivement, dès la réalisation du bloc interscalénique dans les minutes qui ont suivi, eh bien, ça n'a pas loupé, il a fait une paralysie hémidiaphragmatique avec une hypoxémie qui a nécessité l'utilisation de ventilation non invasive en paire opératoire. Mais finalement, le monitorage échographique par une évaluation répétée de sa fonction diaphragmatique et d'un sniff test en salle de réveil nous a permis de voir qu'à la 4e heure post-opératoire, la dysfonction diaphragmatique avait disparu. Nous avons pu donc retirer la ventilation non invasive et lui permettre finalement une prise en charge ambulatoire avec un retour à domicile avec succès
notamment parce qu'il avait ces analgésies loco-régionales des nerfs suprascapulaires et axillaires, permettant une bonne analgésie de l'épaule. Donc voilà, donc c'est un peu élaboré comme stratégie, mais ça permet, grâce au monitorage de la paralysie hémidiaphragmatique et de sa durée, de s'assurer de la disparition de la paralysie hémidiaphragmatique et donc de la récupération d'une fonction ventilatoire mécanique normale et donc d'une prise en charge ambulatoire qui reste possible malgré ses antécédents et ses comorbidités. En conclusion, j'aimerais que vous reteniez que lorsque vous faites un BIS, autrement dit un bloc du plexus brachial par voie interscalénique, eh bien, vous allez devoir faire face à un rebond douloureux à la levée du bloc et à la paralysie hémidiaphragmatique qui peut avoir des conséquences cliniques dans un certain nombre de cas, et que probablement une stratégie qui semble non inférieure, en tout cas dans la chirurgie mineure de l'épaule, est celle qui combine le bloc du nerf suprascapulaire par voie antérieure et du nerf axillaire, avec encore une fois une analgésie qui est non inférieure au bloc interscalénique dès la 2e, 4e, 6e heure post-opératoire. Donc je vous recommande de faire un bloc du nerf suprascapulaire par voie antérieure parce que la voie postérieure est trop difficile et soumise à des échecs et à une consommation morphinique post-opératoire importante, ce qui est dommage. Qu'il y a de nouvelles stratégies qui se développent dans les littératures comme le bloc du tronc supérieur et le bloc costoclaviculaire qui permettent une analgésie efficace tout en limitant l'incidence de cette paralysie hémidiaphragmatique, que vous pouvez finalement monitorer par une évaluation répétée facilement la paralysie et sa récupération à l'aide de l'échographie, et qu'enfin, on peut personnaliser la prise en charge pour des malades qui ont une fonction ventilatoire précaire. Et une des stratégies qui existent, c'est celle de faire un bloc du plexus brachial avec des anesthésiques locaux de courte durée d'action et de combiner un bloc des nerfs suprascapulaires et axillaires avec des anesthésiques locaux de plus longue durée d'action pour assurer une bonne analgésie post-opératoire. Je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés sur cette thématique d'analgésie pour chirurgie de l'épaule, mais surtout d'anesthésie loco-régionale dans le contexte de la dysfonction diaphragmatique. Merci à vous. Merci beaucoup Fabrice, c'était très clair, très net, en particulier ce point important que tu as parlé de la fonction diaphragmatique. Effectivement, beaucoup de patients sont opérés dans des conditions pour la chirurgie de l'épaule, présentent quelquefois des facteurs de risque d'apnée du sommeil, mais il y a aussi des patients hypercapniques qui ne le savent pas, obèses aussi, et puis il y a les patients âgés, dénutris, où la fonction musculaire est altérée, le diaphragme fait comme le reste. Les gens qui ont une fragilité ont aussi des déficiences musculaires, le diaphragme marche beaucoup moins bien. Tu as beaucoup insisté sur globalement une utilisation analgésique de tes procédures, ce qui concerne la plus grande majorité de la pratique, même si de plus en plus on fait de l'ALR anesthésique dans certaines situations. Ce qui est important à comprendre, je pense, et tu seras d'accord avec moi, c'est que minimiser l'impact phrénique, on est tous d'accord, c'est très important. Après qu'il y ait 1%, 2%, on n'aura jamais 0% avec nos blocs, même en distalité, parce qu'on perdra en qualité analgésique. Est-ce que si c'est simplement d'avoir 1,5 litre d'oxygène minute pendant 1 heure en salle de surveillance, qui a été nécessaire pendant la phase initiale, parce qu'en plus le patient a une anesthésie générale, finalement la situation n'est pas très pertinente, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est ce que tu décris, c'est identifier avant l'opération, dans le circuit traditionnel ou ambulatoire, comment vous allez intégrer l'anesthésie loco-régionale. Et à cela, je te rejoins sur la ventilation non invasive post-opératoire qui doit être proposée facilement de manière en position de demi-assise très rapidement à vos patients. Juste une question, tu n'as pas du tout abordé les cathéters périnerveux, parce que c'est une stratégie qui est quand même qui renaît de ses cendres avec, de manière probablement judicieuse. Il y a un papier qui a été fait l'année dernière, publié en BJA, tu sais, sur de l'équipe de Marseille, enfin coordonné par l'équipe de Marseille, c'était multicentrique. Mais... Bon, quelle est ta position sur le cathéter périnerveux ? Alors c'est une très bonne question et je vais te répondre avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de sincérité. Je pense que pour la chirurgie mineure de l'épaule, le cathéter périnerveux n'a pas tout à fait sa place parce que les anesthésies loco-régionales en injection unique avec des adjuvants, et en particulier par exemple la dexaméthasone par voie systémique, permet un bon contrôle de la douleur post-opératoire. Et nous avons des données
locale du service qui montre que spécifiquement pour ces chirurgies mineures, qu'il n'y a pas de bénéfice au cathéter interscalénique par rapport à une injection simple en interscalénique sur des scores de douleur et sur de la consommation morphinique post-opératoire. D'accord. Par contre, effectivement, pour des chirurgies considérées majeures qui sont particulièrement pourvoyeuses de douleurs post-opératoires, donc les chirurgies dites à ciel ouvert ou les chirurgies prothétiques, là oui, le cathéter périnerveux a toute sa place, surtout chez les patients qui ont des facteurs de risque de douleurs post-opératoires intenses, d'ailleurs qu'il faut dépister en préopératoire, les patients qui sont douloureux chroniques, les patients qui sont déjà sous antalgiques en préopératoire et notamment sous opiacés en préopératoire, les patients qui prennent des psychotropes, donc ceux-là qui sont à risque de douleurs post-opératoires intenses, on doit y apporter une vigilance toute particulière et probablement leur proposer ces techniques avec cathétérisme pour aller finalement au-delà de la 24e heure post-opératoire. Là encore, c'est quelque chose qui se propose en amont, hein, parce qu'en fait, il faut aussi le prestataire ensuite pour le domicile, pour le suivi, la réalisation. Ce qui est intéressant avec le cathéter quand même, c'est que alors les chirurgies sont devenues de moins en moins délabrantes, effectivement, même les chirurgies prothétiques sont finalement moins délabrantes qu'avant. Mais c'est Borja qui avait montré il y a longtemps, quand on mettait un cathéter dans des patients qui avaient anesthésie générale, quand on enlève le cathéter, en fait, quand on faisait de l'échographie diaphragmatique, finalement, le côté qui n'avait pas eu le bloc était plus altéré à cause des opiacés en post-op que le côté qui avait le bloc. Absolument. Et c'était déjà précurseur, parce que c'était le début des années 2000 avec Borja. Ça n'a jamais été revu, ça, parce que la fonction, l'impact des opiacés sur le poumon, mais à distance de l'intervention, et en particulier contralatéral, et on le néglige quelquefois. Oui, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que dans le cas clinique que je vous ai rapporté, on l'avait proposé de le faire sous anesthésie loco-régionale. Enfin, on voulait lui proposer une anesthésie loco-régionale malgré son antécédent respiratoire parce qu'on savait que les morphiniques, sur la base des données que tu racontes, entraînent une dysfonction diaphragmatique et donc des insuffisances respiratoires d'origine mécanique. Tout à fait, oui, c'est important de le considérer. Et puis si vous ventilez vos patients, si les patients sont sous anesthésie générale en même temps, il faut aussi une stratégie anesthésique adaptée sur le plan du respirateur. Ça échappe un peu au topo d'aujourd'hui, mais il faut aussi y penser dès le départ pour optimiser la ventilation du patient. Un mot aussi pour terminer, ce qui est important en termes de conclusion pratique, il faut aussi parler peut-être dose-volume. Globalement, si tu proposes un bloc interscalénique, que vas-tu proposer en termes de volume, on va dire, ou de dose d'anesthésie locale, quel produit? Et l'adjuvant, tu l'as déjà évoqué, et puis en distalité, tu l'as parlé, donc on a vu les volumes. Pour un bloc interscalénique, quelle est ta pratique? Alors déjà, je dois vous dire, et je ne sais pas si ça apparaissait, si vous l'avez senti dans mon topo, mais c'est vrai que de plus en plus, j'ai laissé de côté le bloc interscalénique. C'est-à-dire que puisque le bloc du plexus brachial par voie supraclaviculaire semblerait avoir une efficacité antalgique post-opératoire comparable dans la chirurgie mineure, comparable au bloc interscalénique, de plus en plus, je fais un bloc interscalénique bas ou un bloc supraclaviculaire dans les chirurgies mineures de l'épaule. Et d'ailleurs, certains appellent ça la rachianesthésie du membre supérieur parce qu'on voit bien ce plexus brachial en échographie. Et en fait, on a tous les troncs nerveux qui sont regroupés juste à côté de l'artère sous-clavière. Et on a une visibilité qui est bonne et une satisfaction échographique qui est là, qui est présente, avec un résultat en termes de contrôle de douleur post-opératoire qui est là aussi au rendez-vous. Et c'est vrai que donc, je suis plutôt sur des volumes de 15 millilitres de ropivacaïne, finalement à 0,2%, puisque moi je fais essentiellement dans ma pratique de l'analgésie loco-régionale combinée à de l'anesthésie générale. Parce qu'effectivement, si on reparle du bloc interscalénique, on remplit un bloc interscalénique avec 9 millilitres, même avec 7 millilitres, comme Philippe Gauthier l'avait montré. Donc, et on a 9 heures d'analgésie avec ça. Donc après, la chirurgie seule sous bloc interscalénique, attention, donc là, c'est une autre chose. Là, les volumes sont plus importants, sont plus conséquents parce qu'il faut bloquer de manière plus intense l'épaule, en tout cas le plexus brachial plus précisément. Et puis on ne veut pas d'échec. Et ouais, on ne veut pas d'échec. Et il faut aussi parler au chirurgien qui doit avoir aussi l'habitude d'infiltrer pour les 3/4 en position postérieure dans le cas de la chirurgie arthroscopique. Et pour de la chirurgie de la butée, il faut aussi aborder par voie antérieure qui échappe aussi. Si on fait de l'anesthésie, un bloc anesthésique, les volumes sont plus importants, les répercussions diaphragmatiques seront forcément plus importantes et donc ce ne sont pas les mêmes patients qui vont avoir ces mêmes indications.
Bref, on a fait un gros tour sur cette grosse articulation, enfin ensemble d'articulations et ensemble musculaire aussi de l'épaule. Tu as abordé en particulier les nouveautés et aussi évoqué ta pratique et c'est ça qui est important parce que nos pratiques sont peut-être divergentes mais en fait nos contraintes sont les mêmes. Les patients finalement sont les mêmes et notre objectif c'est que le patient puisse suivre son chemin chirurgical proposé dans de bonnes conditions. 2, qu'il n'ait pas de complications. Je rappelle, la chirurgie de l'épaule, c'est une des qui se complique le plus de neuropathie post-opératoire. Et notre rôle est de pouvoir ne pas imputer encore des éléments supplémentaires. D'où l'échographie et d'où la notion de précaution. Quand on ne voit pas, on ne fait pas les choses. Et la troisième chose, c'est que les trajectoires douloureuses, tu l'as évoqué sur sélectionner les patients, savoir finalement adapter les choses avec la ventilation que tu as proposée dans le cas de l'insuffisance respiratoire, qui était sûrement une très bonne stratégie par rapport à une médecine générale seule où on aurait payé les conséquences. Donc il faut individualiser les choses, envisager dans un amont et travailler en équipe avec le chirurgien, l'équipe de la salle de réveil et l'équipe soit de l'unité d'ambulatoire si vous avez choisi d'avoir un parcours ambulatoire classique. Et bien évidemment, il faudra avoir les retours d'information pour pouvoir améliorer ses qualités de travail au sein de l'équipe. Et puis si c'est le traditionnel, repasser voir le patient. Mais je reviens aussi sur le cathéter parce que tu l'as dit, pour certaines chirurgies, attention, on néglige la douleur post-opératoire, même des reprises de coiffe ou des chirurgies articulaires majeures qui doivent être envisagées. Voilà, donc cette émission sera en replay très rapidement sur le site de la SFAR. Je vous remercie de votre écoute et je remercie à nouveau Fabrice Ferré de Toulouse qui a pris de son temps pour venir avec nous discuter avec vous de cette chirurgie importante d'analgésie de l'épaule en post-opératoire. À très bientôt pour une prochaine session Web TV SFAR. Merci.